Rouen, 1611. Une petite fille de 9 ans vient de perdre ses parents. Magdeleine Bavant ne sait pas encore que cette tragédie va sceller son destin et la mener tout droit vers l'une des affaires de sorcellerie les plus choquantes du XVIIe siècle. Son oncle Léon Sadoc, notable de la ville, la recueille mais la place immédiatement chez une lingère près de l'église. Cette décision apparemment banale va transformer l'enfant innocente en future sorcière. Dans cette maison de couture règne un franciscain nommé Bontemps. Ce moine a découvert un moyen pervers d'assouvir ses pulsions. Il convainc les apprentis qu'il peut les emmener au sabbat et les marier au diable Dagon. Pour rendre ses mensonges crédibles, il drogue les jeunes filles avec de la belladone et d'autres breuvages hallucinogènes. Magdeleine, à 14 ans seulement, devient sa proie favorite. Nuit après nuit, le moine abuse de l'adolescente en lui faisant croire qu'elle participe à des cérémonies sataniques. Dans son esprit troublé par les drogues, Magdeleine voit réellement des démons, entend des voix d'outre-tombe, ressent la présence du diable. Ces visions ne sont que le produit des substances que lui administre son bourreau, mais pour elle, elles sont absolument réelles. Le scandale finit par éclater. Bontemps est chassé de son ordre, mais le mal est fait. Magdeleine a désormais dans la tête des images terrifiantes qu'elle prend pour des souvenirs authentiques. Elle croit sincèrement avoir été l'épouse du diable pendant plusieurs années. Cette conviction inébranlable va la poursuivre toute sa vie et causer sa perte. En 1623, Magdeleine entre au couvent Saint-Louis-Sainte-Élisabeth de Louviers. Elle a 21 ans et espère trouver la paix dans la vie religieuse. Mais ce monastère tout juste fondé cache déjà des secrets inavouables. Le directeur spirituel, Pierre David, prêche une doctrine étrange qui va révéler sa vraie nature. David proclame qu'il faut faire mourir le péché par le péché pour rentrer en innocence. Cette philosophie tordue lui sert de prétexte pour corrompre les religieuses. Il leur explique qu'elles doivent se dénuder comme Adam et Ève avant la chute, sans honte de leur nudité. Les sœurs, manipulées par ce discours pseudo-mystique, finissent par accepter ses exigences. Rapidement, l'atmosphère du couvent devient malsaine. David organise des séances où les religieuses dansent nues, s'adonnent au saphisme et participent à des orgies déguisées en exercices spirituels. 52 sœurs tombent sous l'emprise de ce prêtre pervers qui a transformé leur lieu de prière en bordel. Magdeleine, avec son passé traumatisant, devient naturellement la complice privilégiée de David. Sa prétendue expérience du satanisme fascine et terrifie à la fois les autres religieuses. David l'utilise comme un épouvantail pour maintenir sa domination sur la communauté. Il fait croire aux sœurs que Magdeleine peut les maudire ou les livrer au diable si elles lui désobéissent. Pendant des années, cette situation perdure dans le secret des murs du couvent. David abuse sexuellement de dizaines de religieuses tout en maintenant une façade de respectabilité. Mais en 1630, le destin rattrape le prêtre corrompu. Il meurt brutalement lors d'un voyage à Paris, laissant derrière lui un couvent en proie au chaos moral. Le successeur de David, Mathurin Picard, découvre rapidement les secrets du couvent. Loin d'être choqué, ce prêtre âgé y voit une opportunité inespérée d'assouvir ses propres perversions. Quand Magdeleine vient se confesser à lui et lui révèle son passé, Picard tombe littéralement sous son charme maléfique. Picard ne se contente pas de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il y ajoute sa propre spécialité, la magie noire. Ce prêtre érudit connaît les grimoires, maîtrise les rituels occultes et compte bien utiliser ses connaissances pour dominer complètement ses victimes. Magdeleine devient immédiatement sa cible principale. Le nouveau directeur emploie d'abord la séduction. Il fait nommer Magdeleine sacristine pour pouvoir la voir seule dans la chapelle. Il lui parle sans cesse d'amour divin, mélange savamment mysticisme et érotisme. Mais quand la jeune femme résiste à ses avances, Picard révèle sa vraie nature. Il s'attaque à elle pendant une maladie qui la laisse vulnérable et mourante. Profitant de sa faiblesse, il lui fait croire que David lui avait transmis des formules diaboliques avant de mourir
et que seul lui peut la sauver de la damnation. Terrorisée à l'idée d'être possédée par des démons, Magdeleine accepte de se soumettre à Picard. Dès ce moment, le prêtre devient son maître absolu. Il lui administre les mêmes breuvages hallucinogènes que Bontemps des années plus tôt. Sous l'effet de ces drogues, Magdeleine a de nouveau des visions sataniques. Elle croit être transportée dans des sabbats, servir d'autel lors de messes noires, s'accoupler avec des démons. Picard, craignant que Magdeleine finisse par se confier à un autre prêtre, décide de l'enchaîner définitivement à lui par un moyen terrifiant. Il exige qu'elle signe un testament où elle promet de mourir quand il mourra et d'être dans l'au-delà, là où il sera. Cette promesse macabre terrorise la jeune femme qui se croit dès lors vouée à la damnation éternelle. Désormais propriétaire de l'âme de Magdeleine, Picard l'utilise pour tous ses caprices. Il l'emmène dans des sabbats secrets où elle est prostituée avec son vicaire Thomas Boulet et d'autres femmes. Ces orgies mêlent débauche et rituels sataniques dans un mélange écœurant de sexe et de sacrilège. Picard pousse le blasphème encore plus loin. Il utilise Magdeleine pour corrompre les autres religieuses par ce qu'il appelle ses charmes magiques. La méthode est précise et révoltante. Il trempe une hostie consacrée dans le sang de Magdeleine, puis l'enterre dans le jardin du couvent. Cette profanation est censée troubler l'esprit des sœurs et les rendre réceptives à ses manipulations. La technique fonctionne parfaitement. Une à une, les religieuses tombent sous l'influence de Picard. Elles participent aux orgies, se livrent à des pratiques sexuelles déviantes et finissent par croire, elles aussi, aux histoires de sabbats et de démons. Le couvent tout entier sombre dans la corruption. Picard va même jusqu'à rendre Magdeleine enceinte, bravant tout scandale. Pour masquer cette grossesse compromettante, il fait croire qu'elle porte l'enfant du diable, fruit de ses unions sataniques. Cette explication, aussi absurde soit-elle, est acceptée par les religieuses dont l'esprit a été complètement perverti. Sous l'effet constant des drogues administrées par Picard, Magdeleine développe un monde intérieur d'une richesse terrifiante. Elle décrit avec une précision saisissante ses prétendues aventures dans l'au-delà démoniaque. Ces récits, nourris par les stéréotypes de l'époque mais enrichis de détails personnels troublants, fascinent et épouvantent tous ceux qui les entendent. Elle raconte comment, lors d'un sabbat particulièrement grandiose, elle fut officiellement mariée au démon Dagon. La cérémonie se déroule dans une cathédrale inversée où tout est à l'envers. Les crucifix pendent la tête en bas, le sang remplace l'eau bénite, les prières sont récitées à rebours. Dagon apparaît sous la forme d'un jeune homme, d'une beauté surnaturelle, mais dont les yeux reflètent les flammes de l'enfer. L'union charnelle avec ce démon s'accompagne de souffrances indescriptibles. Magdeleine décrit des sensations de brûlure, comme si son corps était transpercé par des lames rougies au feu. Mais cette douleur physique s'accompagne d'un plaisir mystique qui la trouble profondément. Elle ne sait plus si elle doit fuir ces sensations ou les rechercher. Picard l'élève ensuite au rang de princesse du sabbat lors d'une cérémonie encore plus abominable. Pour sceller cette promotion diabolique, Magdeleine doit promettre d'ensorceler toute la communauté religieuse de Louviers. Cette promesse est ratifiée par la commission du crime de Sodome sur l'autel du diable, acte si ignoble qu'elle en garde une honte éternelle. Dans ses visions, elle participe à des messes noires où des enfants nouveau-nés sont sacrifiés et dévorés. Elle aide à préparer des maléfices en mélangeant des hosties consacrées avec du poil de bouc, des ossements humains et des substances innommables. Elle assiste à l'accouchement de sorcières qui donnent naissance à des créatures mi-humaines, mi-démoniaques. Forte de son nouveau statut de princesse du sabbat, Magdeleine devient l'instrument de Picard pour corrompre méthodiquement toutes les religieuses du couvent. Sa technique est redoutablement efficace. Elle se confie à chaque sœur individuellement, leur révélant des secrets sur leur avenir qu'elle prétend avoir appris au sabbat. Ces prédictions, habilement construites à partir d'observations psychologiques fines, se révèlent souvent exactes. Les religieuses, impressionnées par ces dons de clairvoyance, commencent à croire au pouvoir surnaturel de Magdeleine. Elle la supplie de les emmener avec elle dans ces assemblées mystérieuses où l'on peut connaître l'avenir.
Picard et Magdeleine organisent alors de faux sabbats dans les caves du couvent. Ces séances mélangent habilement hallucinations provoquées par les drogues, manipulations psychologiques et orgies déguisées en rituels mystiques. Les religieuses, l'esprit embrumé par les substances psychotropes, croient réellement participer à des cérémonies démoniaques. Thomas Boulet, le vicaire de Picard, joue un rôle central dans ces mascarades. Déguisé en démon, grâce à des artifices théâtraux, il apparaît aux religieuses pour leur transmettre les ordres de Satan. Sa voix déformée par des techniques de ventriloquie semble venir d'outre-tombe. Les sœurs, terrorisées et fascinées, obéissent aveuglément à ses commandements. Progressivement, tout le couvent sombre dans la folie collective. Les religieuses passent leur journée à attendre la nuit pour participer au sabbat. Elles négligent leurs devoirs religieux, abandonnent leurs prières et ne vivent plus que pour ces moments d'extase démoniaque. L'établissement religieux est devenu un temple de Satan. La situation devient si grave que même les habitants de Louviers commencent à s'inquiéter. Des bruits étranges s'échappent du couvent la nuit, des lueurs suspectes filtrent par les fenêtres et l'on voit parfois des silhouettes danser nues dans les jardins. Mais personne n'ose affronter un prêtre respecté et ses saintes religieuses. En septembre 1642, Mathurin Picard meurt subitement d'une maladie foudroyante. Cette disparition brutale prive les religieuses de leur guide spirituel et de leurs fournisseurs de drogue. Privées de leurs substances hallucinogènes habituelles, elles commencent à ressentir un terrible manque qui se traduit par des symptômes physiques et psychologiques alarmants. Les premières manifestations apparaissent quelques semaines après la mort de Picard. Sœur Anne Barré de la Nativité, une religieuse particulièrement fragile psychologiquement, commence à avoir des convulsions spectaculaires. Son corps se tord dans des positions impossibles. Elle parle une langue inconnue et hurle que des démons la possèdent. Rapidement, le phénomène se propage à d'autres sœurs. Chacune prétend être habitée par un démon différent. Béhémonde, Acharon, Dagon, Ansitif, Léviathan. Ces entités maléfiques parlent par la bouche des religieuses pour raconter des histoires terrifiantes sur les sabbats passés et accuser Magdeleine d'avoir introduit le diable dans le couvent. Les symptômes sont de plus en plus spectaculaires. Les possédés parlent des langues anciennes qu'elles n'ont jamais apprises, révèlent des secrets sur la vie privée des gens du village et manifestent une force physique surhumaine. Leur corps se contorsionne dans des positions défiant les lois de l'anatomie, formant des arcs parfaits où seule la tête et les pieds touchent le sol. Certaines religieuses sont frappées par des forces invisibles qui laissent des marques sur leur peau. D'autres lévitent au-dessus de leur lit ou collent au plafond de leurs cellules pendant des heures. Toutes voient des créatures monstrueuses qui veulent les dévorer, des personnages terrifiants qui les menacent, et surtout le diable qui leur apparaît sous différentes formes. Face à l'ampleur des phénomènes, la supérieure du couvent ne peut plus cacher la situation. Elle fait appel à Monseigneur François de Péricard, évêque d'Évreux, qui se déplace personnellement pour constater les faits. Ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. L'évêque assiste à des scènes hallucinantes. Les religieuses possédées blasphèment avec une vulgarité qui contraste violemment avec leur éducation raffinée. Elles révèlent des détails intimes sur la vie des habitants de Louviers qu'elles n'auraient jamais pu connaître normalement. Elles prédisent des événements futurs avec une précision troublante. Mais c'est surtout leur connaissance des secrets du couvent qui convainc l'évêque de la réalité de leur possession. Les démons racontent par le menu les orgies organisées par Picard, décrivent les sabbats auxquels participèrent les religieuses et révèlent l'existence de grimoires cachés dans les murs du monastère. Toutes les possédées accusent unanimement Magdeleine Bavent d'être à l'origine de leur malheur. Elles affirment qu'elle a appelé les démons, qu'elle leur a ouvert les portes du couvent et qu'elle continue de pratiquer la sorcellerie même après la mort de Picard. Face à ces accusations convergentes, l'évêque fait arrêter la malheureuse et l'enferme dans les prisons de l'officialité. Mais l'arrestation de Magdeleine ne calme pas les possessions. Au contraire, elles s'intensifient et deviennent encore plus spectaculaires. Les démons prétendent
qu'ils ne partiront que lorsque leur princesse aura avoué tous ses crimes et révélé l'emplacement des objets maudits cachés dans le couvent. Dépassé par la situation, l'évêque fait appel au provincial des Capucins de Normandie, le père Esprit de Bosroger, réputé pour son expertise en matière d'exorcisme. Cet homme, convaincu de l'existence du diable et de sa présence active dans le monde, arrive à Louviers avec la ferme intention de libérer les religieuses de leurs démons. Le père Esprit de Bosroger organise des séances d'exorcisme publiques qui attirent des foules considérables. Nobles, bourgeois et simples paysans viennent de toute la Normandie pour assister à ces spectacles extraordinaires où l'on voit des religieuses défier les lois de la physique sous l'effet de leur possession. Le 2 mars 1643, en présence de l'évêque d'Évreux et de nombreux témoins, une séance d'exorcisme particulièrement mémorable a lieu. Les possédés révèlent des détails sur les crimes de Picard que personne ne connaissait, décrivent avec précision des lieux qu'elles n'ont jamais visités et parlent des langues étrangères avec un accent parfait. Mais c'est un incident imprévu qui va sceller le sort de Magdeleine. Amenée depuis sa prison pour assister à un exorcisme, elle se moque ouvertement du père Esprit de Bosroger quand celui-ci échoue à chasser un démon particulièrement récalcitrant. Cette impertinence est immédiatement interprétée comme la preuve qu'elle est elle-même possédée par Satan. Dès ce moment, Magdeleine devient la cible principale des exorcistes. On l'examine minutieusement pour trouver sur son corps la marque du diable, signe supposé de son pacte avec Satan. On découvre effectivement sur sa peau des traces suspectes, cicatrices bizarres, grains de beauté inhabituels, zones insensibles à la douleur. L'évêque d'Évreux prend personnellement en charge les interrogatoires de Magdeleine. Les séances se déroulent dans les caves humides de l'évêché, où la malheureuse est soumise à des pressions psychologiques intenses destinées à lui arracher des aveux complets. Les techniques employées sont redoutablement efficaces. On fait alterner période de jeûne complet et gavage forcé d'aliments avariés. On la prive de sommeil pendant des jours entiers, puis on la réveille brutalement quand elle commence à s'assoupir. On lui fait entendre en permanence des récits terrifiants sur les tourments de l'enfer qui l'attendent si elle ne confesse pas. Mais c'est surtout la confrontation avec les religieuses possédées qui brise la résistance de Magdeleine. Les démons parlent par leur bouche pour la menacer de supplices épouvantables, lui rappeler des détails intimes de son passé et lui promettre le pardon si elle avoue tout. Face à cette pression constante, la jeune femme finit par craquer. Ses premières confessions portent sur sa jeunesse chez la lingère. Elle avoue avoir été séduite par le moine Bontemps qui l'emmenait réellement au sabbat et l'avait mariée au démon Dagon. Elle décrit ces cérémonies avec un luxe de détails qui trouble profondément ses interrogateurs. Encouragée par l'accueil favorable fait à ses révélations, Magdeleine continue ses confessions en évoquant sa vie au couvent. Elle raconte comment Pierre David l'avait initiée au mystère de la sorcellerie, comment Mathurin Picard avait perfectionné son éducation diabolique et comment elle était devenue la princesse du sabbat. Plus Magdeleine parle, plus ses révélations deviennent précises et troublantes. Elle décrit les sabbats avec un réalisme saisissant qui convainc ses interrogateurs de leur authenticité. Selon elle, ces assemblées se déroulaient dans une dimension parallèle où les lois normales de la physique n'existent pas. Elle raconte comment les sorcières s'y rendaient en volant sur des balais faits d'os humains, comment elles traversaient les murs comme s'ils étaient de la fumée, comment elles pouvaient prendre l'apparence de n'importe qui pour commettre leurs méfaits. Ces détails, inspirés du folklore populaire mais enrichis de touches personnelles, rendent ces récits irrésistibles. Les descriptions des orgies sataniques sont particulièrement choquantes. Magdeleine explique comment les participants se livraient à tous les vices imaginables, sodomie, bestialité, nécrophilie, cannibalisme. Elle décrit des accouplements avec des démons aux membres surdimensionnés qui déchirent la chair de leurs victimes humaines. Mais c'est surtout son récit de la profanation des hosties qui scandalise le plus ses auditeurs. Elle explique comment,
Les sorcières volèrent des hosties consacrées dans les églises, les souillaient avec leurs excréments, les piétinaient et s'en servaient pour composer des poisons magiques destinés à empoisonner les récoltes et le bétail. Elle avoue avoir participé à des messes noires où des nouveau-nés étaient sacrifiés sur l'autel. Ces enfants, nés de l'union entre sorcières et démons, étaient dévorés crus par l'assemblée après avoir été baptisés au nom de Satan. Leur sang servait à consacrer de nouvelles sorcières et leur chair à préparer des onguents magiques. Plus ces confessions avancent, plus Magdeleine implique d'autres personnes dans ses accusations. Elle prétend avoir vu au sabbat de nombreuses personnalités respectées de la région. Nobles, bourgeois, prêtres et même des religieuses d'autres couvents. Ces révélations sèment la panique dans toute la Normandie. Parmi les accusés figure Thomas Boulet, le vicaire de Picard, que Magdeleine présente comme son complice principal dans l'organisation des sabbats. Elle affirme qu'il célébrait des messes noires, qu'il participait aux orgies démoniaques et qu'il recrutait de nouvelles adeptes parmi les jeunes filles de la région. Elle accuse également Pierre David, le premier directeur du couvent, d'avoir été un magicien de premier plan qui possédait une bibliothèque secrète de grimoires et de livres interdits. Selon elle, c'est lui qui avait enseigné à Picard les rudiments de la sorcellerie et lui avait transmis ses pouvoirs diaboliques avant de mourir. Mais c'est surtout l'implication supposée de Françoise Gauguin, une dame de la noblesse locale, qui fait sensation. Magdeleine affirme l'avoir vue présider certains sabbats en tant que reine des sorcières et organiser le recrutement de nouvelles adeptes dans la haute société normande. Ces accusations créent un climat de terreur dans toute la région. Chacun soupçonne son voisin d'être secrètement au service de Satan. Les dénonciations se multiplient, alimentant une psychose collective qui menace de déborder largement le cadre initial de l'affaire. Pour établir scientifiquement la réalité des possessions, les autorités font appel aux médecins les plus réputés de Rouen, Lampérière et Méniard. Ces praticiens, formés aux méthodes les plus modernes de leur époque, viennent examiner les religieuses possédées avec un équipement médical sophistiqué. Leur conclusion, rendue le 2 septembre 1643, est sans appel. Les phénomènes observés ne peuvent s'expliquer par aucune maladie connue. Les possédées manifestent une force physique impossible à atteindre naturellement, parlent des langues qu'elles n'ont jamais apprises et révèlent des informations qu'elles n'auraient jamais pu connaître normalement. Les médecins notent particulièrement l'insensibilité totale des possédés à la douleur pendant leur crise. Ils peuvent les piquer avec des aiguilles, les brûler avec des fers rouges, leur tordre les membres dans tous les sens sans provoquer la moindre réaction. Cette anesthésie complète défie toutes les connaissances médicales de l'époque. Mais cette expertise officielle ne convainc pas tout le monde. Pierre Yvelin, médecin de la reine et esprit éclairé, publie un examen de la possession des religieuses de Louviers, qui remet en question ses conclusions. Selon lui, tous les symptômes observés peuvent s'expliquer par des causes naturelles. Hystérie collective, simulation consciente ou empoisonnement par des substances psychotropes. Yvelin observe que les phénomènes ne correspondent pas aux critères établis par le rituel romain pour identifier une vraie possession. Les démons ne réagissent pas aux formules d'exorcisme latin, ne révèlent pas de secrets divins et se comportent davantage comme des acteurs que comme de véritables entités surnaturelles. Fort du rapport médical officiel, le Parlement de Rouen décide d'instruire l'affaire aux criminels. Le lieutenant criminel routier est chargé de mener l'enquête et de faire subir à Magdeleine les interrogatoires nécessaires pour établir la vérité sur ces crimes supposés. Thomas Boulet est arrêté et soumis immédiatement à la question. Malgré les tortures les plus raffinées, il maintient farouchement son innocence. Il jure n'avoir jamais participé au sabbat décrit par Magdeleine, ni avoir célébré des messes noires, et affirme que toutes ces accusations ne sont que pure invention. Sa résistance héroïque impressionne même ses bourreaux. Soumis à l'estrapade, les membres disloqués par la torture, le visage tuméfié par les coups, il continue de clamer son innocence avec une conviction qui trouble profondément les juges. Certains commencent à douter de la véracité des accusations portées contre lui. Parallèlement, l'enquête sur Magdeleine
révèle des éléments troublants. Les médecins découvrent dans son organisme des traces de substances hallucinogènes qui pourraient expliquer ses visions. Son comportement alterne bizarrement entre moments de lucidité parfaite et phases d'égarement complet. Surtout, elle commence à se rétracter sur certains points de ses confessions. Elle met en garde ses interrogateurs contre ses propres dires, suggérant que tout pourrait n'être qu'illusion. Ces moments de clairvoyance contrastent étrangement avec la précision de ses récits fantastiques. L'affaire de Louviers divise profondément l'opinion publique et les autorités. Tandis que les partisans de la réalité des possessions s'appuient sur les témoignages convergents et l'expertise médicale officielle, les sceptiques multiplient les objections et les explications rationnelles. Le doute gagne même certains magistrats du Parlement de Rouen, pourtant réputé pour sa sévérité envers les sorciers. Ils observent que les preuves apportées reposent essentiellement sur les confessions d'une femme manifestement déséquilibrée et les déclarations de religieuses en état de crise hystérique. L'intervention de Pierre Yvelin complique encore la situation. Ce médecin respecté démontre point par point que tous les phénomènes observés peuvent s'expliquer rationnellement. Ces arguments scientifiques ébranlent la conviction de nombreux observateurs initialement persuadés de la réalité des possessions. Cette controverse révèle les tensions profondes qui traversent la société du XVIIe siècle entre tradition et modernité, foi et raison, superstition et science naissante. L'affaire de Louviers devient un symbole de ces débats qui annoncent l'esprit des Lumières. Malgré ces doutes croissants, la pression populaire et ecclésiastique pousse les autorités à poursuivre les procédures. Le père Esprit de Bossroger, convaincu de détenir la vérité, multiplie les interventions pour exiger des condamnations exemplaires qui découragent les forces du mal. Le 21 août 1647, après 5 ans de procédure, le Parlement de Rouen rend finalement son arrêt. Magdeleine Bavent, amenée au tribunal dans un état pitoyable, après des années de détention dans des conditions atroces, est condamnée à la prison à vie plutôt qu'au bûcher. Cette relative clémence s'explique par la volonté des juges de la garder vivante comme témoin pour d'éventuels autres procès, notamment contre Françoise Gauguin et les autres personnalités qu'elle a accusées. Mais elle témoigne aussi des doutes qui subsistent sur la réalité de ces crimes. Thomas Boulet n'a pas cette chance. Malgré ses dénégations constantes et l'absence de preuves matérielles contre lui, il est condamné au bûcher. Son exécution a lieu dans une atmosphère de tension extrême, le condamné hurlant son innocence jusqu'à son dernier souffle. Le corps de Mathurin Picard, mort depuis 5 ans, est exhumé et brûlé publiquement. Cette condamnation post-mortem, spectaculaire mais symbolique, vise à purifier le lieu de ses méfaits supposés et à apaiser l'opinion publique traumatisée par ces révélations. La Cour ordonne également la fermeture définitive du couvent Saint-Louis-Sainte-Élisabeth. Les religieuses sont dispersées dans différents monastères à travers la France et les bâtiments sont vendus ou convertis à d'autres usages. Cette mesure radicale vise à effacer toute trace de ce lieu maudit. Après sa condamnation, Magdeleine est transférée à la prison de Rouen, où elle passera ses dernières années dans des conditions effroyables. Sa cellule humide et glaciale ne reçoit jamais la lumière du soleil. Elle y croupit dans ses propres excréments, nourrie d'eau croupie et de pain moisi, abandonnée de tous. Son état mental se dégrade rapidement. Elle passe des heures entières à se parler à elle-même, récitant des prières mélangées à des formules magiques incompréhensibles. Parfois, elle éclate d'un rire dément qui glace le sang des gardiens. D'autres fois, elle hurle pendant toute la nuit qu'on vient la chercher pour l'emmener en enfer. Les crises d'automutilation deviennent de plus en plus fréquentes et violentes. Elle se griffe le visage jusqu'au sang, s'arrache les cheveux par poignées, se frappe la tête contre les murs de sa cellule. Son corps se couvre de cicatrices et de plaies infectées que personne ne soigne. Pendant cette période, un événement extraordinaire se produit. Un prêtre oratorien, profitant des troubles de la fronde qui relâche la surveillance,
parvient à approcher Magdeleine dans sa prison. Cet homme courageux, ému par la détresse de la malheureuse, décide de recueillir son témoignage. Pendant des semaines, il vient secrètement écouter les confessions de Magdeleine et les consigne par écrit. Ce document exceptionnel, rédigé sous la dictée de la prisonnière, constituera le témoignage le plus précieux sur toute cette affaire. Il révèle une femme brisée, mais parfois lucide, qui exprime des doutes sur ses propres souvenirs. Dans ce testament spirituel, dicté au prêtre oratorien, Magdeleine révèle une personnalité complexe et troublante. Elle exprime une souffrance morale immense, parlant de sa conscience malade et de sa sensation d'être meurtrie dans son âme. Les actions qu'elle prétend avoir commises lui inspirent une horreur qu'elle ne peut supporter. Mais surtout, elle met en garde contre ses propres dires sur les sabbats. Elle suggère que tout pourrait n'être qu'illusion, fruit de son imagination malade et des drogues qu'on lui administrait. Ces moments de lucidité contrastent étrangement avec la précision de ses récits fantastiques. Elle raconte son enfance traumatisante chez la lingère, les abus du moine Bontemps, son entrée forcée au couvent et sa rencontre fatale avec Pierre David puis Mathurin Picard. Sa version des faits, libérée de la pression des interrogatoires, révèle une victime plutôt qu'une coupable. Magdeleine évoque également les autres religieuses du couvent avec une tendresse inattendue. Elle regrette de les avoir entraînées dans ces folies et exprime l'espoir qu'elles ont trouvé la paix dans leur nouvelle vie. Cette compassion révèle un cœur resté humain malgré toutes les épreuves. Le récit se termine sur une note poignante. Magdeleine exprime sa certitude de mourir bientôt et son espoir d'être enfin pardonnée par Dieu. Elle demande qu'on prie pour son âme et qu'on n'oublie pas qu'elle fut avant tout une victime de la perversité des hommes. Magdeleine Bavent s'éteint en 1652, 10 ans après le début de l'affaire et 5 ans après sa condamnation. Elle meurt seule dans sa cellule, retrouvée le matin par un gardien indifférent. Son corps amaigri et couvert de plaies témoigne des souffrances endurées pendant ces dernières années. Aucune cérémonie religieuse ne marque sa disparition. Son corps est jeté dans une fosse commune, avec ceux des criminels de droit commun. Aucune pierre tombale ne porte son nom. Aucune prière n'accompagne son passage vers l'au-delà. La femme, qui avait terrorisé toute la France, disparaît dans l'anonymat le plus complet. Cependant, sa mort ne clôt pas complètement l'affaire. Certaines des personnalités qu'elle avait accusées sont encore poursuivies par la justice. Françoise Gauguin, notamment, fait l'objet d'une enquête approfondie qui ne donnera finalement aucun résultat probant. L'opinion publique, lassée par des années de procédures judiciaires et troublée par les contradictions de l'affaire, finit par se détourner de ces questions. L'attention se porte sur d'autres scandales, d'autres affaires, d'autres peurs collectives. Seuls quelques érudits continuent à s'intéresser au cas de Magdeleine Bavent. Ils conservent précieusement sa confession finale et tentent de comprendre les mécanismes qui ont conduit à cette tragédie. Leurs travaux préparent discrètement l'évolution des mentalités vers plus de rationalité. Dès l'époque, certains observateurs éclairés remettent en question la version officielle des événements. Honoré Boucher, théologien et historien, écrit dans sa Chorographie de Provence que les plus clairvoyants considèrent ces affaires comme une imposture, une illusion et un aveuglement d'esprit. Cette opinion minoritaire mais persistante révèle l'existence d'un courant de pensée critique qui refuse l'explication surnaturelle. Ces sceptiques analysent l'affaire comme un mélange d'abus sexuels réels, de manipulation psychologique et de construction judiciaire artificielle. Ils notent que tous les éléments des confessions de Magdeleine correspondent parfaitement aux stéréotypes populaires sur la sorcellerie. Sabbat, pacte diabolique, messe noire, cannibalisme. Cette conformité aux attentes collectives leur paraît suspecte et suggère une fabrication consciente ou inconsciente. L'étude du comportement des autres religieuses confirme cette hypothèse. Leurs possessions suivent des schémas prévisibles, leurs révélations ne sortent jamais du cadre traditionnel de la démonologie.
et leur crise cesse mystérieusement quand elles changent d'environnement. Surtout, l'analyse des méthodes employées par Picard révèle une connaissance approfondie des techniques de manipulation mentale. L'usage de drogues hallucinogènes, la privation sensorielle, les rituels répétitifs, tout concourt à altérer la perception de la réalité chez ses victimes. L'affaire de Louviers marque un tournant dans l'évolution de la justice française face aux accusations de sorcellerie. Les hésitations du Parlement de Rouen, les expertises contradictoires et les doutes exprimés par certains magistrats témoignent d'un changement de mentalité progressif. Cette évolution s'explique en partie par l'influence croissante de la méthode scientifique dans l'évaluation des preuves. Les médecins comme Pierre Yvelin introduisent des critères d'objectivité qui remettent en question les certitudes traditionnelles sur le surnaturel. L'influence de la philosophie cartésienne, qui privilégie la raison sur la tradition, commence également à se faire sentir dans les milieux juridiques. Les magistrats formés aux nouvelles méthodes de raisonnement adoptent une approche plus critique des témoignages extraordinaires. Cette transformation ne se fait pas sans résistance. Les autorités ecclésiastiques, menacées dans leur monopole d'interprétation du surnaturel, multiplient les mises en garde contre les erreurs de la science moderne et les dangers du rationalisme naissant. Mais le mouvement est irréversible. Chaque nouvelle affaire de sorcellerie suscite davantage de doutes et de controverses. Les condamnations deviennent plus rares et les acquittements plus fréquents, préparant la disparition progressive de ces procès d'un autre âge. L'affaire de Louviers contribue paradoxalement à accélérer l'évolution des mentalités françaises vers plus de rationalité. Les excès révélés, les contradictions apparentes et les souffrances inutiles infligées aux accusés suscitent une remise en question salutaire. Les classes éduquées commencent à distinguer plus clairement entre foi religieuse et croyances superstitieuses. Cette distinction, encore balbutiante au milieu du XVIIe siècle, s'affirmera progressivement jusqu'à devenir l'un des fondements de la pensée des Lumières. L'influence de cette évolution se fait sentir dans tous les domaines: littérature, philosophie, médecine, droit. Les auteurs osent traiter avec ironie les histoires de sorcières. Les philosophes développent des théories matérialistes. Les médecins cherchent des explications naturelles aux phénomènes inexpliqués. Cette transformation ne touche pas seulement les élites. Le peuple lui-même, traumatisé par les excès de la chasse aux sorcières, développe une méfiance croissante envers les accusations extraordinaires. Les dénonciations se raréfient et les lynchages populaires diminuent sensiblement. Cependant, cette évolution reste fragile et inégale. Les périodes de crise politique ou sociale voient ressurgir régulièrement les vieilles peurs et les anciens réflexes. Il faudra encore un siècle pour que la croyance en la sorcellerie disparaisse définitivement des milieux éclairés. L'histoire de Magdeleine Bavent traverse les siècles et continue d'interpeller les historiens modernes. Son témoignage constitue l'un des documents les plus riches sur la mentalité du XVIIe siècle et les mécanismes de la violence sociale collective. Les historiens y trouvent des informations précieuses sur la condition féminine de l'époque, les abus du clergé, les techniques de manipulation psychologique et l'évolution de la justice française. Ce cas d'école illustre parfaitement la rencontre entre réalité sociale et fantasme collectif. L'analyse moderne révèle que Magdeleine fut probablement victime d'un processus complexe mêlant abus sexuels précoces, conditionnement psychologique, administration de drogues hallucinogènes et pression judiciaire. Sa sorcellerie n'était que le produit de ces traumatismes accumulés. Cette interprétation ne diminue en rien l'intérêt historique de son témoignage. Au contraire, elle éclaire les mécanismes par lesquels une société construit ses boucs émissaires et projette ses peurs sur des victimes désignées. Ces processus restent malheureusement d'actualité. L'affaire de Louviers anticipe également sur les débats contemporains autour de la mémoire traumatique, de la suggestion thérapeutique et de la fiabilité des témoignages. Les questions soulevées par le cas de Magdeleine Bavent résonnent encore dans nos tribunaux modernes. L'histoire tragique de Magdeleine Bavent offre des leçons importantes pour notre époque. Elle illustre les dangers de la manipulation psychologique
les risques de la suggestion collective et la fragilité de la justice face aux émotions populaires. Son témoignage révèle comment des traumatismes précoces peuvent déformer la perception de la réalité et créer des souvenirs de faits qui ne se sont jamais produits. Cette problématique reste d'actualité dans de nombreux domaines. Thérapie de la mémoire retrouvée, témoignages d'enfants, déposition sous hypnose. L'affaire montre également comment des personnages pervers peuvent exploiter la vulnérabilité de leurs victimes pour assouvir leurs pulsions. Les techniques employées par les prêtres corrupteurs de Louviers, isolement, chantage affectif, manipulation doctrinale, se retrouvent dans tous les cas de prédation contemporain. La dimension collective du phénomène interpelle aussi notre modernité. Comment des communautés entières peuvent-elles sombrer dans la folie collective? Comment des individus normalement sensés peuvent-ils adhérer à des croyances manifestement absurdes? Ces questions restent pertinentes à l'ère des réseaux sociaux et de la désinformation. Enfin, l'évolution de l'expertise médicale et judiciaire dans cette affaire préfigure nos débats actuels sur la place de la science dans l'établissement de la vérité judiciaire. Les controverses entre Pierre Yvelin et ses confrères annoncent les polémiques contemporaines sur l'expertise psychiatrique ou médico-légale. L'histoire de Magdeleine Bavent dépasse largement le cadre d'un simple fait divers du XVIIe siècle. Elle constitue un miroir troublant de l'humanité, révélant nos faiblesses, nos peurs et notre capacité à créer le mal que nous prétendons combattre. Cette femme, victime dès l'enfance d'hommes sans scrupules, devient progressivement le symbole de tout ce que sa société rejette et redoute. Sa trajectoire illustre parfaitement le processus de fabrication des boucs émissaires sur lesquels se cristallisent les angoisses collectives. Mais son histoire révèle aussi la capacité de résistance de l'esprit humain face à l'adversité. Malgré les traumatismes, les manipulations et les tortures, Magdeleine conserve jusqu'au bout des moments de lucidité qui témoignent de sa dignité intacte. L'évolution de l'affaire montre enfin comment les sociétés peuvent progresser vers plus de rationalité et d'humanité. Les doutes exprimés par certains contemporains, les remises en question de la science naissante et l'évolution progressive de la justice témoignent de cette capacité d'amélioration. Aujourd'hui encore, l'histoire de Magdeleine Bavent nous interpelle sur notre propre rapport à la vérité, à la justice et à la différence. Elle nous rappelle que la vigilance est le prix de la liberté et que la raison reste notre meilleur rempart contre la barbarie. Cette nonne qui avoua avoir couché avec le diable nous lègue finalement un message d'espoir. Même dans les périodes les plus sombres, des voix s'élèvent pour défendre la vérité et la dignité humaine. C'est peut-être là son véritable héritage, plus précieux que tous les grimoires et sortilèges qu'on lui attribuait. L'affaire de Louviers se referme ainsi sur une note ambiguë, mélange de tragédie personnelle et de progrès collectif. Magdeleine Bavent disparaît dans l'oubli, mais son témoignage survit pour éclairer les générations futures sur les dangers qui menacent toute société et les moyens de s'en prémunir. Son histoire nous enseigne que la véritable sorcellerie réside peut-être dans notre capacité à transformer des victimes en coupables, des faibles en monstres et des souffrances individuelles en spectacles collectifs. Comprendre ces mécanismes reste notre meilleure défense contre leur répétition. Add to conversation.